Bonjour, je suis en compagnie de Sébastien Richard, neurologue au CHU de Nancy. Vous êtes intervenu ce matin dans la session des céphalées et vous avez traité du sujet hypotension du liquide céphalorachidien. Alors, vraiment, sujet fort intéressant qui a suscité un nombre de questions importants. Est-ce que vous pouvez nous préciser les signes cliniques d'appel de cette symptomatologie? Alors, ce qu'il faut là où le patient va consulter surtout pour des céphalées. Ce qu'il faut rechercher, ce qui est décrit comme assez typique de l'hypotension intracrânienne, ce sont des céphalées orthostatiques, c'est-à-dire que le patient va déclencher ces céphalées lorsqu'il se lève, mais pas de façon immédiate. En général, c'est 15 à 30 minutes, et de la même façon, lorsqu'il s'allonge, il va commencer à être soulagé au bout du même délai. Ces céphalées peuvent avoir les caractéristiques également d'avoir des irradiations cervicales. On peut avoir d'autres formes avec des atteintes des paires crâniennes, avec des atteintes cochléo-vestibulaires, c'est-à-dire des vertiges, des troubles de l'audition. Parfois même, ça peut être des diplopies. Quand on est sur des formes très graves, avec des hématomes sous-duraux, ça peut être carrément des troubles cognitifs ou des troubles de la conscience. Le caractère orthostatique n'est pas toujours retrouvé. Comme l'a dit Anne Ducrot dans l'intervention, on peut avoir des patients sur les formes plus âgées, ça peut être même des formes lorsque le patient se met à tousser ou lorsqu'il passe en fait sur des dos d'âne, et puis surtout lorsqu'on est devant un syndrome vieilli, parce que comme le diagnostic n'est pas facile, le patient peut se présenter avec des céphalées qui sont devenues quasi continues. Mais c'est pour essayer d'approcher en fait ce diagnostic, il faut essayer quand même dans l'anamnèse, dans l'histoire de la céphalée, regarder s'il n'y avait pas ce caractère orthostatique. Mais s'il n'est pas trouvé, ça n'élimine pas le diagnostic. On décrit aussi quelquefois un caractère impulsif. Oui. Ce qui est un peu bizarre, parce qu'en fait, oui. Quand on tousse, on augmente sa pression intracrânienne, mais certainement qu'on doit également aller toucher la méninge, et c'est ça qui fait mal, puisque l'hypotension intracrânienne, c'est ça, c'est la traction en fait du névrax sur les méninges et les structures nerveuses qui fait mal. Alors, vous avez abordé la question des examens complémentaires et notamment de l'imagerie avec la description de signes très particuliers. C'était passionnant. Est-ce que vous pouvez nous refaire un petit focus là-dessus? Alors, le neurologue maintenant devant une céphalée qui n'explique pas, parce que c'est ça, hein, l'hypotension intracrânienne, vous avez un patient qui se présente avec des céphalées que vous avez du mal à rattacher sur un diagnostic précis, c'est pas de la migraine, c'est pas de la gyrosphère de la face, enfin voilà. Et l'examen de débrouillage, ça reste l'IRM cérébral. L'IRM cérébral, vous pouvez voir trois types de choses. Premièrement, le déplacement crânio-caudal en fait de l'encéphale, qui va provoquer la traction sur les méninges, et vous allez voir la descente des amygdales cérébelleuses, les modifications du pont, également comme je l'ai décrit. Deuxièmement, c'est l'engorgement veineux avec la prise de contraste méningée. Voilà, on peut avoir également l'hypophyse qui peut augmenter de volume, et c'est vraiment cette prise de contraste qui est importante. Et puis également une ballonisation des sinus, les sinus qui augmentent en fait de volume parce que ils doivent compenser la perte de volume avec des espaces arachnoïdiens. Et le troisième élément qui est plus inconstant, qui est plus un signe en effet de gravité, qui va être le décollement sous-dural. Et ça, ce sont des signes indirects parce que c'est pas la fuite de LCR qui est mise en évidence là, mais vraiment les signes d'hypotension intracrânienne et qui doivent faire évoquer le diagnostic. La prise de contraste des méninges est liée à un engorgement veineux et non pas à un épaississement des méninges. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que si vous augmentez en fait le volume veineux au sein des méninges, la méninge gonfle, c'est une méninge un peu démateuse. Et c'est vraiment cet engorgement. Sur un plan, donc c'est quand même un syndrome qui est relativement rare. Hein. Je crois que vous avez parlé de votre série qui est quand même il y a peu de cas, mais il faut y penser. Alors oui, parce que en effet, on n'a pas de centre spécialisé céphalée. Donc je crois que c'était intéressant en fait la discussion qu'on avait à Lucro, qui sur un centre céphalé spécialisé fait un diagnostic de 25 par an, quand nous on en fait un diagnostic le même volume sur 10 ans. Voilà. Après, je pense qu'on doit passer
sur beaucoup de cas. Voilà, il doit y avoir des diagnostics ignorés et voilà, heureusement des diagnostics qui ne sont pas graves parce que on va surtout aller nous sur les stades des complications quand les patients se présentent avec des hématomes sous-duraux. Voilà, on en diagnostique peu en fait en consultation. C'est beaucoup des patients qui viennent en fait aux urgences et qui viennent à l'hôpital avec des formes graves. Certainement en fait qu'on doit pas bien diagnostiquer des formes entre guillemets mineures. L'étiologie principale est donc la brèche, ce sont les brèches. Alors c'est la brèche, voilà, parce qu'on est dans le spontané, c'est-à-dire qu'on connaît ce syndrome, hein, les neurologues connaissent ce syndrome en post-ponction lombaire, où on a fait une ponction lombaire à un patient et quelques jours plus tard, il vous appelle en disant j'arrive plus à me mettre debout. C'est le syndrome post-PL. Mais là, on est dans le caractère spontané et en effet, ce qui provoque ça, c'est une brèche. Pourquoi ces brèches? C'est plus compliqué. Alors c'est des brèches qui se trouvent au niveau rachidien. C'est une brèche en fait du mer où on va avoir un écoulement en fait du LCR qui va se faire. Alors soit ça peut être dû à la faveur en fait d'une écaille osseuse, voilà, sur des pathologies ostéo-articulaires tout à fait bénignes et très fréquentes. Qu'on peut avoir, une hernie discale, voilà, qui va provoquer la brèche, peut-être post-traumatique, même un traumatisme mineur, c'est possible. Et puis également, ce qui est discuté dans la littérature, c'est les fameux kystes de Tarlov, c'est-à-dire ces kystes rachidiens qui englobent les nerfs rachidiens. On va avoir une hyperpression et ce kyste va se rompre. C'est assez discuté, ça, si c'est vraiment ce mécanisme-là ou pas. C'est les deux grandes causes. Voilà. Après, pourquoi ces brèches se provoquent, c'est mystérieux. Et dans ces cas-là, l'examen roi est donc le myéloscanner, c'est ça? Tout à fait, ouais, c'est le myéloscanner. Il faut commencer quand même par une IRM médulaire parce que l'IRM médulaire, elle peut quand même rapporter gros en voyant une collection extradurale au niveau rachidien. Mais sinon, si on a besoin, alors on n'a pas toujours besoin de voir la brèche. Voilà, c'est-à-dire que si vous êtes au départ avec une clinique qui est tout à fait compatible des signes IRM, moi c'est vrai que j'étais plus dans notre pratique, c'est plus quand même d'authentifier par la ponction lombaire l'hypotension, qui est pas non plus toujours présente. Anne Ducrot, qui a plus d'expérience, disait qu'elle, dans ces cas-là, il ne faut pas forcément la ponction lombaire, mais ça fait partie quand même des critères diagnostiques. En effet, on n'est peut-être pas obligé à ce moment-là de faire la ponction lombaire, c'est de faire déjà les traitements de première ligne. Et puis vraiment, si on n'est pas sûr du diagnostic ou alors si les traitements de première ligne ne marchent pas, là, on va être obligé d'aller vraiment chercher la brèche. Et là, le meilleur, premièrement l'IRM, si par contre c'est pas, il n'y a pas de diagnostic, c'est le myéloscanner. Il faut injecter en intratécal. Encore une fois, aucun cas d'aggravation d'hypotension du LCR parce qu'on a fait une nouvelle ponction lombaire. Voilà. Eh bien, écoutez, merci infiniment de toutes ces précisions. Merci pour votre intervention et j'invite tous les neurologues qui le souhaitent à revoir dans quelques temps votre intervention au sein de cette grande session des céphalées. Merci infiniment et merci à vous. Très bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.